Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. À la une de cette émission, la police ougandaise détenait encore le chef de l'opposition, Kizza Besigye, quelques heures après l'avoir interpellé chez lui. La police estime que le docteur Besigye a planifié des manifestations violentes dans la capitale du pays, Kampala. Le docteur Kizza Besigye, que l'on voit ici, est emmené vers une camionnette. Il a été arrêté alors qu'il tentait de quitter son logement. Il était assigné à résidence depuis les 4 derniers jours. Nous avons eu des renseignements fiables que le docteur Kizza Besigye et d'autres groupes de personnes se mobilisent pour causer la confusion, des violences, des dégâts et mettre les activités de la ville à l'arrêt. Les partisans du docteur Besigye disent qu'il a organisé une marche pacifique pour que la commission électorale indépendante d'Ouganda donne des preuves du résultat des élections du 18 février. Le président ougandais Yoweri Museveni a gagné les élections pour prolonger son règne de 30 ans, mais pour Besigye, les résultats ont été truqués. Le colonel Kizza Besigye a demandé à avoir une feuille de décompte, car quand vous faites un décompte des résultats, vous ne montrez pas seulement le total, vous montrez d'où viennent ces résultats. La vérité, c'est que la commission électorale a annoncé Museveni sur la base de résultats fournis par lui-même. La sécurité est renforcée dans la capitale ougandaise, assurée par la police et l'armée. Des barrages routiers ont été placés le long des grands axes routiers pour contrôler les véhicules. Le décompte des voix est en cours au Niger après les élections présidentielles et parlementaires de dimanche. Le président Mahamadou Issoufou espère obtenir un second mandat dans cette nation africaine. Les élections ont eu lieu sous haute sécurité dans un pays qui connaît la menace constante d'attaques djihadistes par des groupes basés au Nigeria, au Mali et en Libye. Le président Mahamadou Issoufou, qui cherche un second mandat, a basé sa campagne, entre autres, sur le besoin de plus de sécurité. Je souhaite bien sûr que ces élections se déroulent dans la paix, que ces élections se déroulent dans le calme, de toutes les façons. 14 autres candidats sont également en lice pour la fonction présidentielle. Bien que riche en ressources naturelles comme le pétrole, le Niger est l'un des plus pauvres pays dans le monde. La corruption, les pénuries de nourriture et les frontières poreuses restent aussi de sérieux problèmes. Sentiment de devoir accompli. Ensuite, en ce qui concerne donc ce processus électoral, c'est la fin donc de ce processus. Et nous pensons que Dieu nous aidera donc dans cette journée d'aujourd'hui. Près de 5200 candidats se présentent également pour 171 sièges législatifs. Un deuxième tour sera organisé si aucun candidat n'a obtenu la majorité. L'Égypte se prépare à punir tout policier reconnu coupable d'abus. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a demandé à son ministère de l'Intérieur de durcir les sanctions à l'encontre de ces policiers. La proposition de loi sera présentée au Parlement. L'annonce intervient alors que des manifestants se sont rassemblés au Caire après qu'un homme a été abattu par la police. Il existe deux types de policiers en Égypte, ceux qui sont diplômés de l'académie de police et les cadets. Les cadets ne sont pas rigoureusement formés et se heurtent régulièrement à la population. Ces confrontations avec la population ont provoqué la colère des Égyptiens. Par exemple, des médecins ont organisé une manifestation nationale pour dénoncer la brutalité policière. Jeudi dernier, une centaine de manifestants se sont réunis après qu'un cadet de la police a abattu un homme. Les cadets de la police ont été exemptés de comparution devant un tribunal militaire. Le tribunal militaire fut remplacé par des cours martiales disciplinaires qui ont eu un impact important sur le comportement de certains cadets de la police après la révolution de janvier. Il existe toujours des punitions qui pourraient les suspendre de leurs fonctions. Le président Abdel Fattah al-Sisi a répondu aux exigences populaires. Il a demandé au ministère de l'Intérieur de modifier une loi pour durcir les sanctions à l'encontre des policiers dans un délai de 15 jours. Il y a près de 6 bureaux officiels au ministère qui surveillent et punissent les policiers. Et cela inclut le bureau de la sécurité nationale, le bureau de la gestion de la police pour chaque gouvernorat, ainsi que la direction générale de la sécurité.
Beaucoup disent que le ministère de l'Intérieur doit faire davantage pour s'assurer que la police soit tenue responsable de ses actions. L'Afrique du Sud a renforcé ses contrôles aux frontières pour éviter la propagation du virus Zika. Le premier cas a été signalé la semaine dernière. Le pays affirme que le patient est désormais totalement rétabli et qu'il y a peu de chances d'avoir une épidémie. Le patient était un homme d'affaires colombien. Il a contracté la maladie à l'étranger et a eu les symptômes 4 jours après son arrivée en Afrique du Sud. Le virus est transmis par les moustiques, pas par contact humain. Les officiels sud-africains ne s'attendent donc pas à une épidémie, mais il pourrait y avoir plus de cas importés de patients et de moustiques transportant Zika. Le suivi des vecteurs est très important. Les diagnostics sont en place. Au moment où l'on parle, personne n'a de vaccin et personne n'a d'antiviraux spécifique. Des centaines de milliers de personnes seraient infectées dans certaines régions d'Amérique du Sud. Le virus peut causer un sous-développement du fœtus, en particulier au niveau de la tête. Les médecins en Afrique du Sud demandent aux gens de prendre des précautions. Ce qui est évident, c'est que si vous n'êtes pas dans l'obligation, ne voyagez pas dans les pays actuellement affectés avec cette épidémie où le virus est très actif. Les experts en sécurité affirment qu'il est crucial que la sécurité aérienne soit renforcée dans la corne de l'Afrique. Près d'un mois après une attaque suicide ayant ciblé un avion en Somalie, Djibouti a arrêté les vols en provenance de ce pays. Cela fait 3 semaines depuis l'attaque de l'avion d'Aalo à Mogadiscio. Le groupe militant somalien Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Heureusement, personne n'a été tué, mis à part le kamikaze. Les autorités travaillent pour renforcer la sécurité des voyageurs à l'aéroport. En tant qu'agence de sécurité en charge de la sécurité, nous avons renforcé la sécurité à l'aéroport. Cela ne sert pas uniquement à rassurer les voyageurs locaux, nous espérons aussi convaincre les ambassades étrangères et les organisations des Nations Unies que l'aéroport de Mogadiscio est sûr. Il y a eu toutefois des conséquences depuis l'attaque kamikaze. Djibouti a interdit tous les vols venant de Somalie par précaution et d'autres pays pourraient suivre. Les experts disent qu'il ne s'agit pas juste de la Somalie, la menace concerne les aéroports dans la région et au-delà. Les menaces posées par les militants sont réelles. Nous avons vu cela quand un avion a explosé à Sharm el-Sheikh. Également, quand une bombe a été découverte au Yémen. La menace est toujours présente. Pour les pays de l'Est et de la Corne de l'Afrique, il faut améliorer la sécurité dans les aéroports. En Égypte, un forum commercial majeur vient de fermer ses portes dans la ville de Sharm el-Sheikh, dans le Sinaï. Le Forum Africa 2016 vise à resserrer de façon significative les liens économiques et politiques entre les pays du continent. Un rendez-vous qui devrait d'ailleurs devenir annuel. Lors de la dernière journée de l'événement, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rencontré des hommes d'affaires kényans et éthiopiens. Une rencontre qui a permis la signature de plusieurs nouveaux accords. Le plus important d'entre eux est un contrat de 5 ans d'exportation de carburant vert solide en direction d'une entreprise éthiopienne. Dans le contexte de notre continent et dans celui de l'utilisation des déchets et du développement de solutions de recyclage des déchets, il s'agit d'une étape majeure pour Ekaru de sortir d'Égypte et de pénétrer l'Éthiopie. Lors du forum, des liens politiques d'un meilleur niveau ont été tissés. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec son homologue nigérian, Muhammadu Buhari, un échange dont le thème principal a été le combat contre le terrorisme. Il ne fait aucun doute que les questions concernant le terrorisme ont occupé une bonne partie de l'agenda. Cela en raison de l'actuelle situation au Nigeria, de la présence de Boko Haram. Mais les sujets ont aussi tourné autour du combat contre le terrorisme sous toutes ses formes sur le continent africain. Le dirigeant égyptien a également rencontré le président soudanais Omar el-Béchir ainsi que le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. La rencontre trilatérale consistait surtout à évoquer la vision commune des 3 chefs d'État dans la promotion de la coopération régionale et celle de la coopération économique. La réussite consistant à réunir des groupes commerciaux et des responsables gouvernementaux au même endroit pour promouvoir les échanges commerciaux et l'investissement intra-africain a encouragé l'annonce du gouvernement égyptien selon laquelle ce forum deviendra un événement annuel à Sharm el-Sheikh. La zone de libre-échange d'Afrique continentale s'est ouverte l'an dernier sur fond d'optimisme en raison des retombées dont pourrait bénéficier le continent. Mais l'accord relatif au marché commun africain fait toujours l'objet de négociations
Il devrait rendre possible la connexion des 54 États africains pour assouplir les échanges commerciaux et la libre circulation des biens, des services et des personnes dans la région. La zone de libre-échange d'Afrique continentale met en reflet une ambition à long terme des dirigeants africains. C'est en Égypte qu'a eu lieu la signature de la doctrine pouvant aboutir à l'unification en 2015 des 3 blocs économiques du continent africain. Mais il reste encore de nombreux défis à relever pour que ce projet ambitieux voie le jour. Comme nous manquons de réseaux reliant d'est à l'ouest les pays d'Afrique et le continent, il nous faut les créer. Aéroports et lignes de chemin de fer peuvent être réalisés. Nous devrions utiliser le Nil pour relier 9 pays africains. Il faut que l'on prépare les infrastructures. Il est inimaginable que dans les pays africains dont les ressources sont infinies, les échanges commerciaux du continent n'atteignent que 10%, alors que ceux avec l'Europe représentent 50% du commerce africain total. L'Afrique possède en effet un fort potentiel. Sur ce continent, la croissance économique est plus forte que sur n'importe quel autre continent de la planète. De plus, les États membres profiteront de cette situation unique. Les revenus liés au travail et à l'investissement en Afrique pourraient atteindre chaque année 50 milliards de dollars, ce qui est un trésor qui reste à découvrir. Sur l'ensemble du continent, les investissements égyptiens ne représentent que 7,9 milliards de dollars. Ce montant très faible est consacré aux télécoms, au pétrole, à l'énergie, à l'agriculture et à l'industrie chimique. Par exemple, si notre secteur privé investissait dans l'agriculture en Afrique, et en particulier au Soudan, en Éthiopie ou au Soudan du Sud, et en prenant en compte les conditions de travail en Afrique, les retombées seraient énormes. Les chefs d'État africains, tout comme les acteurs de l'industrie, se retrouveront ce week-end en Égypte. Ensemble, ils travailleront à encourager le commerce et l'investissement intra-africain dans plusieurs secteurs, parmi lesquels l'énergie, les télécommunications et l'agriculture. C'est ici même que le rêve d'une zone de libre-échange du continent africain a été ratifié l'an dernier par les dirigeants africains. Cependant, et bien qu'officiellement acceptée, sa mise en place est lente. Avec les rencontres de cette semaine qui se dérouleront à cet endroit, l'espoir d'une accélération du processus renaît. Le Zimbabwe risque de se retrouver sans électricité car la baisse du niveau des réserves d'eau du barrage hydroélectrique de Kariba menace la production. La société d'électricité du Zimbabwe, ZESA, a déclaré que la production énergétique pourrait s'arrêter d'ici 6 mois, à moins que la pluviométrie augmente significativement. Le niveau d'eau de la plus grande source d'énergie du Zimbabwe ont baissé de 477 mètres à peine 1,65 mètres au-dessus du seuil minimum nécessaire à la production d'électricité. Cela représente le niveau le plus bas enregistré au barrage depuis la pure sécheresse qui a touché le Zimbabwe en 1992. La baisse des réserves d'eau a déjà entraîné une diminution de la production d'électricité à Kariba de 750 MW à 285. Les faibles niveaux d'eau aggravent une situation déjà déplorable et menacent la relance des secteurs industriels en déclin. De plus, pour que le Zimbabwe puisse attirer de nouveaux investissements, un approvisionnement fiable en électricité est primordial. Que faites-vous quand vous avez un apport limité en énergie? Le ministère de l'Énergie et du Développement énergétique essaie de sous-traiter la production énergétique et d'avoir des centrales électriques et thermiques privées. Cependant, ces solutions ne sont applicables qu'à long terme. ZESA a indiqué que son plan pour éviter cette crise imminente est d'importer 300 MW d'électricité de l'Afrique du Sud et 40 MW du Mozambique. Aujourd'hui, la demande d'énergie du Zimbabwe est de 2200 MW par jour. À l'heure actuelle, les centrales thermiques et hydroélectriques produisent 1355 MW d'électricité. L'année dernière, le projet d'expansion de la centrale hydroélectricité de Kariba Sud a été commandé et sera réalisé par la société chinoise Sino Hydro Power. Ce projet, qui s'élève à 533 millions de dollars, contribuera à accroître la production énergétique de 300 MW d'ici 2018. Le secteur bancaire mondial est sous pression en raison des demandes pour accroître ses ratios de fonds. Nombre de banques examinent soigneusement leurs activités et lignes de produits secondaires et sur les ventes soit ferment des départements. Barclays PLC évalue ses activités
et plus spécifiquement, comme des sources le suggèrent, ses opérations africaines. La banque garde cependant le silence en amont de sa présentation annuelle le 1er mars. Mais plusieurs scénarios pourraient se dérouler. Ils pourraient simplement vendre une part de leur participation à 62% dans Barclays Africa et la réduire à 50%. L'avantage de cela est qu'ils garderaient le contrôle tout en réduisant leur participation en Afrique. L'alternative est de vendre la totalité de leur participation à 62% ou la moitié de celle-ci. Un problème auquel sera confrontée la banque basée au Royaume-Uni si elle décide de vendre la totalité de sa participation sera du côté du régulateur local. Ils devront obtenir l'approbation de la banque de réserve et ensuite, celle-ci devra approuver l'acheteur. C'est très important à comprendre en ce qu'au niveau mondial, les banques centrales ne voudront que des actionnaires très forts pour leur banque. Et sans compter que tout acheteur potentiel devrait voir dans l'Afrique un moyen pour un jeu à long terme, partant du principe que le cycle des matières premières va bientôt s'achever. Il est improbable qu'un acteur qui viendrait pour remplacer Barclays essaierait de réduire ce qu'il a. Il essaierait d'acheter parce que, comme Absa, il aime l'Afrique du Sud, et donc il ne changerait rien. En fait, il voudrait fort probablement l'améliorer et obtenir plus d'entreprises et de transactions communes allant de pair. Ce n'est qu'une question d'appétit et de savoir si l'acheteur potentiel prendra une option à long terme sur l'Afrique. D'un autre côté, bien sûr, Barclays pourrait garder sa participation parce qu'il croit en l'avenir de l'Afrique. L'Afrique du Sud est connue pour son industrie viticole. La récolte est en cours dans la région du Cap, où c'est aussi l'occasion d'un grand festival. La saison des vendanges est une saison festive. Les festivaliers viennent en savoir plus sur le processus de vinification ici au domaine de Grande-Provence, où la sécheresse n'a pas réussi à mettre à bas la récolte. Nous avons eu un bon début de saison avec les blancs dans des zones plus fraîches. Le raisin a évité ainsi la chaleur et les blancs sont spectaculaires. Des dégustations et tout un tas d'activités ont lieu pendant le festival. Nous avons eu de la musique traditionnelle du Cap dans les vignes pour que les gens ressentent le rythme des vendanges. Ensuite, on vous emmène à une dégustation qui leur apprend ce qui se passe quand le raisin est transformé en vin. Et ensuite, je pense que ce que je préfère, c'est de les emmener dans la cave pour leur montrer ce qui se passe avec la fermentation. Aujourd'hui, nous allons fouler le raisin. C'est la première fois et c'est super. Je pense que je pourrais venir ici tous les jours pour faire ça. C'est comme jouer avec du papier à bulles, c'est fabuleux. C'est comme la réflexologie, c'est fantastique. C'est vraiment pas banal, très thérapeutique. C'est un peu comme du caviar qui éclate sous les pieds. C'est vraiment exaltant. Ça fait du bien, c'est froid, ça chatouille et c'est bon le long des jambes contre les fruits avec le jus qui sort. Et voilà, maintenant, vous aussi, vous savez faire du vin. Mais peut-être vaut-il mieux laisser cela aux professionnels. Occupez-vous plutôt de déguster le produit fini. Une somptueuse célébration qui a été préparée dans les rues de Lubumbashi après que les géants congolais du tout-puissant Mazembe ont remporté leur 3e Supercoupe continentale samedi en battant 2-1 l'équipe tunisienne Étoile du Sahel lors de la finale. C'est une journée de match à Lubumbashi et le noir et blanc étaient les couleurs de rigueur. Les supporters du TP Mazembe ont chacun fait leur devoir pour assurer la victoire de leur équipe. Et les fans sont en force pour ce match entre les équipes congolaises et tunisiennes. Peu d'entre eux sont aussi impliqués que ceux du 100%. Le groupe, créé en 1986, compte près de 2000 membres. Nous nous considérons comme une partie intégrante de ce club, comme le 12e joueur. Notre travail est simple, il s'agit de nous assurer que notre équipe est motivée tout au long du jeu. Certains tirent même un profit d'être supporters. Pour d'autres, c'est une question de génération.
Je supporte le TP Mazembe parce que mon père le faisait. J'ai donc choisi de devenir un joueur professionnel. Beaucoup en RDC pensent que ce groupe est constitué de voleurs et de marginaux, mais non, nous sommes juste des gens honnêtes qui gagnons notre vie pour subvenir aux besoins de nos familles, comme chacun dans ce pays. Pour ce groupe de supporters, les chants ne cessent pas à l'extérieur du stade. Une fois à l'intérieur, ils se lèvent pour acclamer leur équipe pendant toute la durée du match. Nous chantons et nous restons debout tout au long du jeu parce que, de même que l'équipe sur le terrain, nous sommes dans les gradins afin de garantir que chacun donne du sien pour obtenir la victoire. Et cela a apparemment payé lorsque le TP Mazembe a une fois de plus remporté le titre de la Supercoupe. Et c'est la première pièce d'argenterie pour le nouvel entraîneur Hubert Velud qui a pris la relève cette année. Nous allons donner au nouvel entraîneur une chance de poursuivre le travail que Patrice Catron a commencé, parce que tout ce que nous voulons, c'est que Mazembe devienne encore plus gros que ce qu'il est en Afrique. Et avec le talent du tout-puissant Mazembe et tout ce soutien dévoué, il y a peu de doute que cette équipe arrachera ses titres dans un futur proche. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.